Bonsoir, chers panélistes, Jean-Bruce Boga, Achille Coucou, Yannick Begré. Je suis Léon Sano. J'ai l'honneur, le plaisir d'être le modérateur de ce panel qui porte sur l'éducation au cours de cette première édition de DenKiem Conference. Donc, félicitations à DenKiem. Merci à nos partenaires, TG Master, Dalberg et puis Afrique Éducation. Donc, très rapidement, je suis Léon Sano, je suis présentement à Barcelone où je fais une thèse en intelligence artificielle et prise de décision à l'IFE Business School de Barcelone. Je suis cofondateur d'Afrique Éducation et donc j'ai l'honneur de modérer ce panel. J'aimerais donner l'opportunité aussi à mes panélistes de se présenter en démarrant par Jean-Bruce Boga, pardon d'avoir écorché le nom, et par la suite présenter un certain nombre de données qui nous permettront de démarrer ce panel. Voilà, Jean-Bruce, pour la présentation. Merci Léonce et merci au président Mian d'avoir créé cette plateforme pour échanger. Je me présente, c'est Jean-Bruce Boga. Je suis conseiller technique du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et par ailleurs, je suis enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, où j'ai fait une formation doctorale à l'École supérieure des travaux publics de Paris et en collaboration aussi avec l'Université Gustave Eiffel. Et donc, je suis là pour vraiment participer à ce panel pour apporter une contribution, je pourrais dire, dans le secteur de l'éducation. Merci. Merci Jean-Bruce. Alors, Achille. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Achille Coucou. Je suis directeur général et cofondateur de TG Master, groupe qui est une initiative dans l'enseignement supérieur qui existe depuis bientôt une dizaine d'années. Nous sommes basés à Abidjan, Cocody, Riviera, Toban. Je suis diplômé d'une filière en industrie, ingénierie industrielle, avant de faire un master en management. Je interviendrai aujourd'hui sur les questions également dans le panel 3 concernant la collaboration entre les différents systèmes d'éducation pour davantage d'impact en faisant le lien ou la lucarne sur l'enseignement supérieur. Donc, les synergies possibles, les faits marquants, les données plus récentes et le bilan concernant l'enseignement supérieur. Merci. Merci Achille. Alors, Yannick. Voilà, merci Léonce. Yannick Begré, spécialiste éducation au MCA Côte d'Ivoire, MCA Millennium Challenge Côte d'Ivoire. Et je suis, on peut dire, un praticien parce que pratiquement, j'ai eu effectivement, j'ai fait une carrière dans la gestion d'établissement depuis pratiquement près de 14 ans. J'ai été directeur des études dans plusieurs établissements. Et donc, à la suite de cela, j'ai exercé comme consultant et je continue d'exercer comme consultant en administration scolaire. Et là, pour le groupe MCA Côte d'Ivoire, je suis chargé effectivement de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets qui sont implémentés par le Compact Côte d'Ivoire. Indépendamment de cela, je suis inscrit effectivement à l'Université de Dijon où je suis un master 2 en pilotage et évaluation des systèmes éducatifs. Et donc, je crois que je suis pratiquement en fin de formation. Et donc, voilà un peu pour ma présentation. Merci. Très bien, merci Yannick. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je disais, j'ai quelques diapositives pour démarrer ce panel. Donc, ce sont des données sur l'éducation en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai deux principales sources de données. La première, c'est un rapport de la Banque mondiale sur le développement des compétences en Afrique. C'est un rapport récent qui date de 2020. Cette première source de données dit essentiellement deux choses. La première chose, c'est que la scolarisation est très importante et permet d'obtenir des revenus supplémentaires. Donc, essentiellement, ici, on voit sur l'axe des ordonnées des revenus supplémentaires en pourcentage des revenus de la population. Et puis ici, on voit différents pays. Donc, quelques pays d'Afrique, quelques pays d'Asie du Sud-Est, et quelques pays d'Amérique latine et quelques pays de l'Europe de l'Est. Essentiellement, il n'y a pas la Côte d'Ivoire. Ce qui est dit ici, c'est que voilà, essentiellement, plus on sait lire et écrire, plus on est capable d'obtenir des revenus supplémentaires.
Cette seconde donnée nous dit en fait que l'impact de la scolarisation, donc c'est en termes d'années de scolarisation, permet d'augmenter l'expérience. Donc après, il faut rentrer dans la qualité de l'expérience en fait. Donc plus on a des années en fait d'expérience, plus on a une expérience, plus pardon, on a des années de scolarisation, plus on a une expérience de qualité. Donc ça, c'est la première source de données. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la scolarisation, aller à l'école, c'est très important. Hein, en Côte d'Ivoire, on blague pour dire pourquoi étudier, on étudie, on chôme et tout cela. Et les données sont là pour dire aller à l'école permet en principe d'obtenir des sources de revenus supplémentaires, de gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est la première donnée que je veux faire sortir. La deuxième donnée, c'est une comparaison en Afrique subsaharienne, donc de 1950 à 2010, en Afrique subsaharienne et partout dans le monde. Donc, on voit l'Afrique subsaharienne, les Amériques latines et les Caraïbes, Asie du Sud-Est et région Pacifique, et puis les pays à revenus élevés. On voit une comparaison de l'évolution de leurs différents paliers d'éducation, que ce soit l'éducation non scolarisée, le primaire, le secondaire, le supérieur. Comparaison, une photo en 50 et une photo en 2010. Donc, en Afrique subsaharienne, il y avait très peu au supérieur, il y avait un certain nombre au secondaire et un certain nombre au primaire. La base non scolarisée était très élevée. 60 ans plus tard, la base de non scolarisée est très élevée. Il y a beaucoup au primaire, il y a beaucoup au secondaire et il y en a toujours très peu au supérieur. Par contre, je fais un saut. Dans les pays à revenus élevés, il y a beaucoup au supérieur, il y a un grand nombre au secondaire, et puis il y en a un nombre très peu au primaire. Là où je veux m'attarder, c'est certainement le nombre faible au primaire, il est lié à la natalité qui est faible dans ces pays-là, mais c'est qu'on a beaucoup plus d'élèves au secondaire qu'au supérieur. D'où la question qui se pose, est-ce que tous les étudiants qui sont au secondaire doivent forcément passer au supérieur? Bon, ici, on a une faible base de supérieur, ici, on a une base assez élevée de supérieur. Cela connecte essentiellement à cette diapositive qui dit que l'éducation supérieure est un important rendement. Et donc, dans ce rapport, la Banque mondiale dit, c'est que faire des études supplémentaires supérieures vous permet de gagner encore beaucoup plus d'argent. Et on voit qu'en Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire est un pays où le rendement de l'éducation supérieure, il est très élevé. Et on voit aussi dans tous les pays de toutes les régions du monde, l'Afrique subsaharienne est la région où lorsqu'on fait des études supérieures, on a un rendement professionnel beaucoup plus élevé. Donc, il est très important pour les Africains de chercher à faire des études supérieures. D'autres données essentiellement sur l'enseignement supérieur et puis la qualité de la formation pratique essentiellement. Donc, premièrement, on voit ces données-là. Il y a différentes dates. Dernière date, c'est 2014. Pour la Côte d'Ivoire, c'est 2008. Ce que cette donnée-là dit, c'est la proportion d'adultes qui font des stages. Donc, en termes de stage global, donc en Côte d'Ivoire, on est autour de 28%. Lorsqu'on a des pays tels que le Ghana, la République démocratique du Congo, la Zambie, on est autour de 32-33%. Donc, ça, c'est de façon globale. Et puis, en termes d'établissement de formation technique et professionnelle, pour la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de données. Déjà, la donnée de la Côte d'Ivoire date de 2008, ça date de 15 ans environ. Et puis, pour les établissements de formation technique et professionnelle, les pays tels que le Bénin, c'est 81%, environ 82% de personnes qui font des stages. Et quand on sait combien de fois les stages sont importants pour acquérir des compétences bien pratiques, donc ce serait bien d'avoir des données pour la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse quantifier et qu'on puisse aussi encourager les différents établissements de formation et les employeurs à trouver des stages pour les différents étudiants. Après, on voit concrètement que la Côte d'Ivoire est l'un des pays en Afrique qui consacre une bonne partie de son budget en éducation. Donc, le premier pays en Afrique subsaharienne, ou le premier dans cette courbe-là, c'est environ, disons, 3%, pour 3 millions de personnes scolarisées, et c'est environ 4,8% du budget. C'est l'un des pourcentages les plus élevés. La Malaisie, qui est donc ici essentiellement, c'est le PIB en parité de pouvoir d'achat. Alors la Malaisie est très élevée quand on sait que dans les années 60, on avait pratiquement les mêmes PIB en termes d'habitants de la Malaisie et de la Côte d'Ivoire. La Malaisie consacre un peu moins en termes de part d'éducation, mais les résultats ne sont pas spectaculaires en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ce rapport-là, qui date du passé en 2015 et qui a été inclus dans le rapport de la Banque mondiale, ce qu'il dit, c'est que en Côte d'Ivoire, donc ce sont la proportion des élèves ayant des résultats inférieurs au seuil de compétence en mathématiques et en langue enseignée. Donc, on voit un peu pour la Côte d'Ivoire, donc en langue, essentiellement, la proportion d'étudiants ayant des résultats inférieurs est de l'ordre de plus de 80%. Pour les langues. Et pour les mathématiques, on est de l'ordre de 60%. Et lorsqu'on compare ces différentes barres-là, on voit qu'on est juste
après le Niger. Et c'est très grave pour cet investissement que l'État fait. Et ça, c'est au début du primaire. Et en fin du primaire, bon, voilà, on est dans la même zone. Donc, pour dire que quoi qu'il y ait beaucoup d'investissements de l'État pour scolariser des étudiants, scolariser des élèves et tout cela, les élèves, les étudiants n'acquièrent pas des compétences. Ils ne savent pas lire et écrire. On a vu que dans la première courbe, que lire et écrire, c'est très important pour acquérir des revenus supplémentaires. Donc, peut-être que ce sont ces résultats-là qui font douter, qui font douter les parents, qui font douter les personnes pour dire que ça ne sert à rien de partir à l'école, parce que si on va à l'école pour ne pas acquérir des compétences, il vaut mieux commencer à travailler. Donc, on va aborder ces points-là. Et je vais terminer par cette dernière diapositive qui parle du taux d'achèvement. Il y a beaucoup d'abandon en Côte d'Ivoire. On voit que le taux d'achèvement il est faible, de 56%. Mozambique et l'Angola, ils ont des taux faibles. Donc, on est proche de la Mauritanie pardon, c'est taux d'achèvement. Donc, la Mauritanie a un taux d'achèvement beaucoup plus élevé que nous. Et le Malawi a un taux d'achèvement beaucoup plus élevé que nous. Le Botswana est proche de 100%. Donc, ça, c'est au primaire. Et au secondaire, on a des taux d'achèvement encore plus faibles. Encore plus faibles. Et en fait, dans le rapport diagnostic du PND, des raisons qui sont données, c'est que les coûts d'éducation sont élevés, notamment dans le secondaire. Il y a un désintérêt de certains parents à scolariser leurs enfants. Et en fait, il y a cette perception par les parents, des coûts d'opportunité entre aide sociale et économique. Donc, ils préfèrent avoir leurs enfants à proximité pour aider à la maison, pour aider dans les travaux champêtres, plutôt que d'aller à l'école. Donc, présentant ce cadre-là, moi, j'aimerais demander à mes panélistes ici ce que ces données-là leur inspirent. Donc, en démarrant par Jean-Bruce. Jean-Bruce. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Comme d'entrée de jeu, d'abord, il faut dire que vos slides sont vraiment parlants et ça retrace véritablement, je pourrais dire, la réalité de ce qu'on a aussi comme statistiques ici au niveau du ministère de l'Enseignement technique. Donc, je voudrais tout simplement d'abord aller sur le slide 3, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu. C'est ce slide-là. Voilà, merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, on constate que déjà même jusqu'en 2010, en Afrique subsaharienne, on a fait un grand taux de non scolarisés là. Et il faut dire que nos systèmes éducatifs, bien vrai que dans les pays développés, le taux de natalité, comme vous l'avez dit, est assez faible, mais il faut reconnaître néanmoins que nous disposons d'une forte population qui ne s'adressent véritablement pas ou bien ne prennent pas le chemin de l'école pour plusieurs raisons. D'abord, l'une des raisons véritablement, c'est la proximité. Et on peut aussi dire qu'il faut que nos différents systèmes d'enseignement soient véritablement attractifs, comme on pourrait le dire, et qui pourraient peut-être chambouler, je peux dire que ces statistiques-là. Et c'est ce qui interpelle beaucoup plus sur le ministère de l'Enseignement technique et de revoir sa vision, qui est de trouver, de repenser, je pourrais dire, le tissu, le type d'enseignement pour réadapter, je pourrais dire, le type de contenu de formation par rapport aux besoins des différentes régions, et par rapport aux besoins aussi des entreprises pour pouvoir créer plus d'emplois au niveau de la population et puis résoudre le taux de chômage. Et donc, ce slide, véritablement, nous les avons dans nos statistiques ici. Et c'est sur ce slide-là que nous repensons et nous donnons la vision, je pourrais dire, du ministère de l'Enseignement technique. Merci. Très bien, merci Jean-Bruce. Alors, le prochain intervenant, c'est Achille. Moi, globalement, sur les différentes slides qui ont donc été présentés, je dirais qu'il y a 3 points essentiellement qui ont attiré mon attention. Déjà, il faut rappeler le contexte de ce panel qui parle des différentes synergies entre les systèmes d'éducation et l'impact qu'on pourrait en avoir. On est en plein dans le mille dans les objectifs de développement durable 4, ODD 4, qui ont pour objectif ou pour but de permettre l'accès à tous à une éducation
de qualité et à un système d'apprentissage. Donc, la Banque mondiale, qui est l'un des premiers bailleurs et pourvoyeurs de fonds dans le secteur de l'éducation dans les pays en voie de développement, a bien stipulé dans son rapport, dans l'un de ses rapports intitulé Rapport sur le développement dans le monde en 2018, et précise qu'au niveau individuel, chaque année de scolarité supplémentaire permet d'augmenter globalement de 10% la rémunération horaire. Donc, il est clair que, comme Léonce l'a stipulé dans sa présentation, plus on ira à l'école, plus on fera des études poussées et plus loin possible on ira, mieux on aura une rémunération confortable. C'était le premier point que je tenais à souligner. Le deuxième point était sur le taux d'investissement de nos États dans le système éducatif, le système d'enseignement. Et quand on regarde les rapports, j'ai lu, n'est-ce pas, un rapport agrégé donc, sur plusieurs sources du journal Le Monde qui précisait en fait que dans le monde, en fait, il y a 10 pays qui accordent le plus de PIB à l'enseignement supérieur. 10 pays, les 10 premiers pays qui injectent le plus d'argent dans l'enseignement supérieur sont africains, d'accord? Donc, étonnamment, on a des pays comme le Niger, comme le Botswana, comme l'Éthiopie, la Malaisie, enfin le Malawi, pardon, le Burundi, Érythrée, etc. Certes, on n'a pas la Côte d'Ivoire, je parle de l'enseignement supérieur, mais la Côte d'Ivoire fait globalement partie des pays qui injectent le plus de cash, donc à travers son PIB, comme on le voit sur la slide qui est affichée là. Et paradoxalement, ce n'est pas les pays qui se positionnent le plus ou le mieux en Afrique. Hein. Quand on parle du Niger, tout de suite, on pense au Sahel, on pense à de faibles systèmes d'enseignement, qui fait partie des pays qui injectent le plus d'argent dans l'enseignement. Puis le troisième dernier point que j'avais relevé, c'était justement le taux d'employabilité, parce que tout cela, aller à l'école, se former, etc., toutes les garanties, toutes les promesses rattachées à l'éducation sont avant tout pour permettre aux gens qui se forment, aux personnes qui se forment, de pouvoir décrocher un emploi, pouvoir pratiquer et vivre décemment. Donc, dans l'enseignement supérieur, il a été remarqué que globalement, le temps passé pour être diplômé en Afrique subsaharienne est 5 années avant d'être sur le marché de l'emploi. Et quelque chose d'assez choquant qui avait été aussi révélé dans la vidéo récapitulative sur le système d'enseignement en Afrique subsaharienne par AJ+, le média AJ+, français, francophone. Donc, et que les diplômés de l'enseignement supérieur sont 2 à 3 fois plus exposés au chômage que les jeunes qui n'ont pas poursuivi leur scolarité au-delà du primaire. Donc, c'est assez fou comme statistique. C'est-à-dire que celui qui aura fait ses études jusqu'à Bac+4, Bac+3, Bac+5 a 2-3 fois plus de chances de ne pas trouver de l'emploi par rapport à quelqu'un qui aurait arrêté ses études au primaire. Alors, je m'arrête là et on pourrait parler à partir de cette statistique d'adéquation, formation, besoin des entreprises, etc. Mais voici d'entrée de jeu les 3 aspects sur lesquels j'ai souhaité revenir et mettre une couche. Achille, merci pour ce point. Merci à vous trois pour rappeler que ces statistiques-là nous parlent. Nous sommes tous la Côte d'Ivoire et c'est important pour nous de révéler ces points-là. J'aimerais mentionner 2 points, notamment sur le paradoxe qu'Achille mentionne de ce rapport, de cette vidéo d'AG+,
qui est en contradiction avec cette diapositive qu'on a juste en face, qui dit qu'en principe, l'éducation supérieure importe un rendement dans toute l'Afrique subsaharienne. Et ce rapport-là, sur la Côte d'Ivoire, il dit en fait concrètement que vaut mieux arrêter l'école en moyenne, hein, vaut mieux aller arrêter l'école au primaire, au secondaire, Ouais. plutôt que de faire l'université. Donc, c'est de comprendre le pourquoi de cela. Et en fait, dans le rapport diagnostic du PND qui a été fait par le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui dit que la croissance récente a créé très peu d'emplois productifs formels. Le secteur informel, le secteur semi-formel occupe près de 80% de la population en âge de travailler. Il y en a près de 50% dans l'agriculture, 30% environ dans le travail indépendant non agricole. Et on voit que le secteur informel, c'est quelque chose de très important pour nous. Et ça me permet de toucher le second point de Jean Bruce, qui dit, en fait, concrètement, dans le plan qu'ils sont en train de déployer au niveau de son ministère, c'est de concevoir un système de formation qui soit plus proche des besoins des régions et des besoins des entreprises. Donc, moi, j'aimerais comprendre, les entreprises qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est des entreprises informelles. Ce sont celles-là qui créent des emplois. Qu'est-ce que vous faites concrètement? J'aimerais savoir un peu, je suis curieux de comprendre un peu qu'est-ce que vous êtes en train de créer là. Il y a un système éducatif avec Achille, avec Yannick, qui tiennent compte des réalités de notre pays. Il y a beaucoup d'informels, il y a beaucoup d'agricoles, il y a le fait que plus on va à l'étude, on va faire des études supérieures, moins on a les chances de pouvoir travailler. Oui, oui, Léonce, Alors, mais avant ça, permets-moi d'intervenir sur ta première question aussi. Je n'avais pas fait. Je pense qu'effectivement, c'est vrai. Désolé, Yannick, on t'a sauté. Désolé. Oui, oui, la présentation. Désolé. Moi, je retiens trois choses. Je Ouais. retiens d'abord faiblesse de la qualité de l'offre d'enseignement. Effectivement, ça se traduit par les mauvais résultats qu'on peut constater effectivement au niveau de notre système. Hein. Ça rejoint l'aspect efficacité interne et externe de notre système. Hein. J'en veux pour quelques exemples, les résultats du PASSEC 2019 n'ont pas été fameux pour notre pays, mais surtout, dernièrement, les examens à grand tirage hein, en 2022, où nous avons enregistré 64% à l'entrée en sixième, donc au CEP, BPC 28% et le bac 30%, alors que l'année précédente, nous étions à 29%. Et donc, ça montre effectivement qu'en dépit des investissements, en dépit des efforts consentis par le ministère de l'Éducation nationale, et je sais qu'au niveau de l'enseignement technique, l'enseignement supérieur, c'est sensiblement les mêmes résultats. Mon copanéliste en parlait tout à l'heure. Et ça montre effectivement qu'en dépit de cet investissement, en dépit de tous ces efforts que fait l'État de Côte d'Ivoire, les résultats tardent à suivre. Et l'autre aspect aussi, c'est en quelque sorte aussi les problèmes au niveau de la gouvernance holistique du secteur de l'éducation. Je pense que, c'est vrai, il existe en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle le PSE, donc le plan sectoriel de l'éducation qui s'appuie sur les ODD et particulièrement l'ODD 4 dont a parlé mon copanéliste. Et à partir effectivement de ce plan sectoriel de l'éducation, on essaie de, au niveau des ministères de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'enseignement technique. Donc, on essaie effectivement de mettre ensemble, de coordonner les politiques éducatives pour pouvoir améliorer l'offre. Mais on se rend compte qu'en dépit de cette synergie d'action, il y a encore des efforts à faire. Ça veut dire qu'effectivement, il faut, à ce niveau-là, que le ministère, les différents ministères améliorent leur collaboration. Je sais que c'est en œuvre. On aura l'occasion d'en parler effectivement dans ce qui suit. Et donc, effectivement, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème, mais soyez sûrs qu'en tant qu'acteur de ce système, et nous, particulièrement en tant que PTF, donc partenaire technique financier, nous accompagnons le ministère dans ses efforts d'amélioration du système éducatif. Merci beaucoup. Merci Yannick, et désolé d'avoir sauté ton intervention, vu qu'on l'avait déjà fait. Et donc, pour revenir un peu à la question, et j'aimerais corriger cette erreur, en principe, je vais demander à Jean Bruce d'intervenir, mais je veux en même temps, sans transition, adresser la parole à Yannick. Un peu, c'est bien, hein, et ça tombe dans ce panel, quelle collaboration de les différents systèmes d'éducation, et
et je me permets de te tutoyer, si tu veux bien. Je le dis, dans le PSE, dans le plan secteur éducation, il y a un comité de 3 différents ministères, il y a des plans, mais il manque quelque chose. Vis-à-vis de ces statistiques que je viens de donner, de la place de l'informel, de ces incongruités qu'Achille vient de mentionner, qu'est-ce qui manque à ton avis? Bon, ce qu'il manque, hein, je crois qu'au niveau du plan sectoriel de l'éducation, ce qu'on propose principalement, en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'est d'améliorer effectivement la qualité des programmes de formation parce que ces programmes-là, on se rend compte que ces programmes de formation ne sont pas nécessairement adaptés. Quel type de citoyens nous voulons? Et je crois que tout à l'heure, mon copanéliste, le ministère de l'Enseignement technique en a parlé. Il faut déjà se poser la question, quel type de citoyens nous voulons, pour quelle entreprise ou bien pour quelle société? Et souvent, quand on se réfère effectivement à cette question, on se rend compte que ce n'est pas forcément des personnes de l'enseignement supérieur, donc des personnes peut-être qui auraient forcément des diplômes les plus élevés dont la société ivoirienne a forcément besoin, mais des citoyens qui tiennent compte effectivement des besoins de la société. Des besoins de la société. Donc, effectivement, il y a la qualité des programmes de formation. Il y a aussi la qualité aussi des enseignants, donc des enseignements, mais surtout des enseignants aussi. Il faut effectivement, en améliorant la qualité des programmes de formation, on pourrait effectivement améliorer la qualité des enseignements et ça, le gouvernement ivoirien y travaille. Hein. Dernièrement, il a été mis sur pied ce qu'on appelle le CIF, le Comité interministériel pour la formation des enseignants, qui regroupe le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie. Et normalement, ce comité a pour rôle de pouvoir améliorer le recrutement, la formation et le déploiement des enseignants. Il y a un déficit important d'enseignants sur le terrain actuellement. Il y a des établissements, effectivement, qui se retrouvent avec des déficits importants en enseignants et même pas forcément des établissements qui sont dans des zones rurales, et même des établissements qui sont en milieu urbain, qui effectivement présentent ce visage-là. Et il faut effectivement améliorer le déploiement des enseignants parce que, donc, d'une part, on assiste à des établissements qui sont fournis en établissement, peut-être en enseignants, qui en ont peut-être même un peu plus. Et puis, d'autre part, vous avez d'autres établissements où les enfants sont obligés de sacrifier un certain nombre de cours parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Je donne l'exemple, par exemple, d'un certain nombre d'établissements, et précisément la ville de Tabou, où nous étions dernièrement en mission, où vous avez pratiquement un déficit de 50 enseignants pour le lycée de Tabou. Et ce qui oblige les élèves de 6e, 5e à ne pas faire un certain nombre de cours, c'est-à-dire les cours de mathématiques, qui sont très importants pour l'élève. Et donc, ces professeurs-là sont privilégiés pour les classes de 4e, 3e, qui, elles, sont des classes, effectivement, qui ouvrent un peu sur les examens. Et donc, vous voyez qu'effectivement, quand ces difficultés-là, en dépit de tous les efforts qui sont consentis par l'État, parce qu'il faut dire que dernièrement, il y a eu un recrutement massif, effectivement, d'enseignants contractuels pour essayer de combler le déficit, mais c'est un déficit qui s'est créé au fil des années. Et donc, on ne peut pas le combler en une seule année. Et donc, au niveau du comité interministériel pour la formation des enseignants, on travaille aussi à la planification du recrutement des enseignants pour combler ce déficit-là. Donc, il y a effectivement la qualité des programmes, il y a la qualité des enseignements, il y a la qualité, je veux dire, de l'offre au niveau de l'accès même à l'offre, puisque la Côte d'Ivoire n'a pas, quand on regarde la carte scolaire qui est effectivement cet ensemble-là des établissements scolaires, on se rend compte qu'il y a des zones qui sont vraiment dépourvues en établissement, pendant qu'il y a des établissements qui ont un effectif pléthorique. Il y a des établissements qui peuvent avoir près de 120 élèves dans une classe. Effectivement, ce n'est pas de nature à améliorer la qualité de l'enseignement et la qualité des résultats. Donc, il y a autant de situations qui, effectivement, pose encore des difficultés, mais comme je l'ai dit, déjà au niveau du gouvernement, il y a la révision des curricula de formation des enseignants de l'ENS qui est en train de se faire. Et il y a aussi le comité interministériel pour la formation des enseignants dont j'ai parlé, mais il y a aussi un plan qui consiste à travailler à l'amélioration des outils de supervision et d'inspection des enseignants. Vous savez, un enseignant qui donne cours quelque part et qui peut faire 5 ans, 10 ans sans recevoir un encadreur pédagogique, ça pose un véritable problème. Parce que l'encadrement pédagogique, la supervision pédagogique permet à l'enseignant de s'améliorer. Quand l'enseignant reçoit la visite d'un encadreur pédagogique, ça lui permet d'améliorer ses pratiques pédagogiques. Et quand vous n'avez pas suffisamment d'encadreurs pédagogiques, pour la petite histoire, depuis 2007 jusqu'à 2020, la Côte d'Ivoire n'avait plus
recruter officiellement des encadreurs pédagogiques. Donc, ça montre le déficit qui s'est accumulé au niveau de ces encadrements, de ces encadreurs pédagogiques et donc de la supervision pédagogique en Côte d'Ivoire. Et donc, le gouvernement y travaille et dernièrement, l'année dernière, il y a eu 400 nouveaux encadreurs pédagogiques qui ont été recrutés, qui ont été répartis sur tout le territoire national, mais ce n'est pas encore fini. Dans le cadre de la supervision pédagogique, l'État de Côte d'Ivoire, dernièrement, en juillet 2020, a pris un certain nombre de tests qui réglementent effectivement la supervision pédagogique. Et je crois que c'est autant d'aspects qui vont améliorer, qui vont permettre d'améliorer la qualité de notre système éducatif. Très bien, très bien. Merci, merci, merci Yannick. Je note les points, non? Améliorer la qualité des programmes de formation, la qualité d'enseignants avec cette révision des curricula de formation, qualité de l'offre, amélioration des outils de supervision des enseignants. Donc, autant de points, hein, et de supervision aussi pédagogique, autant de points qu'il faut améliorer. Et on voit qu'il y a des plans qui sont en marche. Alors, pour revenir à Jean-Bruce, je demandais en fait concrètement, tu nous as mis l'eau à la bouche en nous parlant en fait de redéfinition en fait disons de l'offre de formation en regardant les besoins des régions et les besoins des entreprises. Je parlais en fait de cette grosse partie de l'informel en Côte d'Ivoire et je demandais est-ce que vos plans tiennent compte de cela ou comment est-ce que vos plans vont permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une éducation de qualité et qui permet d'avoir les compétences disponibles pour notre économie. Merci beaucoup, Léonce. Il faut dire, avant de répondre d'abord, je pourrais dire à l'informel des entreprises existantes, déjà sur, je pourrais dire en Côte d'Ivoire, comment améliorer d'abord, ce sont des suggestions et des propositions pensées ici au ministère de l'Enseignement technique sous le leadership du ministre Kofi Nguessan. Cependant, comment améliorer l'éducation en Côte d'Ivoire? Il faudrait regarder un peu les statistiques ou bien regarder les données un peu dans tous les pays. C'est d'abord avoir un système éducatif très attractif. Attractif, d'abord, ça c'est un premier point à deux niveaux. C'est-à-dire au niveau des infrastructures, il faudrait que les infrastructures soient capables même de pouvoir recevoir ou bien de pouvoir accueillir tous les élèves capables de pouvoir être formés et de répondre même, je pourrais dire, en termes d'infrastructure ou bien en termes d'aménagement de l'espace, pour que l'enfant qui quitte déjà chez lui à la maison, qui vient dans un système éducatif, n'ait pas de contraintes. Regardez un peu le taux d'abandon des jeunes filles, parce que quand elles viennent, elles ont probablement des bobos à pouvoir avoir, je pourrais dire, à être très à l'aise dans cet environnement. Non seulement ça encore, il faudrait mettre en place, je pourrais dire, pour des jeunes qui viennent dans l'éducation, dans le système éducatif, qui ne savent même pas où avoir je pourrais dire, des latrines. Donc, il y a plusieurs facteurs qui amènent des jeunes à, je pourrais dire, tout simplement à ne même pas aller dans votre système éducatif. Donc, rendre ce système éducatif d'abord très attractif, au niveau d'abord infrastructure. Je reste toujours dans ce premier point qui est attractif. Il faudrait aussi que les équipements, quand on forme avec les équipements pour répondre aux besoins des entreprises. Et arrêtons, excusez-moi de dire ce thème, que ça soit plus des cours théoriques, mais des cours qui visent à ce que ces matières qui sont dispensées, ces unités d'enseignement qui sont dispensées, répondent aux besoins. Je prends par exemple, pour illustrer un peu, je pourrais dire ce que je suis en train de dire, je prends l'équation différentielle. On sait comment l'équation différentielle est définie en mathématiques avec toutes ces équations. Mais mettre en application l'équation différentielle avec un engin comme une conduite de niveleuse ou bien une pelle hydraulique, comment est-ce que je peux reconvertir cette matière, cette unité d'enseignement par rapport à, je pourrais dire, aux besoins des entreprises. Donc, revoir un peu cela, c'est-à-dire l'équipement. Quand un enfant vient, on est dans une salle, des établissements comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, qui font le cours d'informatique et on n'a même pas un outil informatique. Même pas un outil informatique. Donc, il faudrait que l'ensemble des équipements suivent, je pourrais dire ce besoin des entreprises-là. Donc, d'abord, que le système soit attractif.
Je ne vais pas m'attarder sur un point que mon confrère a dit tout à l'heure, la formation des formateurs, pour que ces formateurs-là soient véritablement, je pourrais dire, à jour, actualiser les bases de données parce que tout évolue avec ce que vous savez, la nouvelle technologie et avec les nouvelles normes, exigences de construction dans tous les domaines ou bien dans tous les corps de métier que nous pouvons avoir. Et l'élément qui manque beaucoup plus dans nos différents systèmes, vous pouvez faire aussi les statistiques, prenons dans les pays développés, l'appui ou bien l'apport du secteur du milieu professionnel dans la définition des curricula de formation. Les définitions des curricula de formation. Et ça permettra déjà à prendre en compte, je pourrais dire, les besoins des entreprises, que ce secteur ou bien ce milieu professionnel-là participe à la définition de ces curricula, de ces programmes de formation, afin que, généralement, ces produits finis puissent répondre à leurs attentes. Voilà. Et le dernier point que je pourrais, sur lequel je pourrais m'attarder et puis revenir sur l'informel, c'est le taux d'insertion. Parce que la finalité, c'est l'insertion de ces jeunes. Regardez, est-ce que ces jeunes que nous formons dans un système éducatif, pas que nous voulons avoir des taux très élevés de réussite à des examens, mais est-ce que ces jeunes, qu'ils soient de 5%, qu'ils soient de 10%, arrivent à être insérés, à tirer, je pourrais dire, à créer l'employabilité, à créer encore un autre tissu économique. Donc, vérifier que l'insertion soit effective de ces jeunes formés. Et finalement, vous verrez que lorsque ces acteurs du milieu professionnel, quoi qu'il en soit, soit dans le milieu informel, contribueront à apporter, je pourrais dire, une touche dans la maquette ou bien dans les programmes de formation, vous verrez que l'informel va fuir ce secteur-là. Et finalement, il y aura un glissement vers, je pourrais dire, des structures vraiment bien formelles, comme on pourrait le dire. Donc, c'est de trouver des actions pointues, des actions concrètes qui pourraient amener à fuir ce monde informel. Comme je le disais tantôt, il faudrait répondre aux besoins des entreprises dans chaque région. Et c'est pour cela que le ministère de l'Enseignement technique a créé et dans sa vision a mis en place ce qu'on appelle le code de la deuxième chance. Le code de la deuxième chance, de sorte qu'on puisse avoir dans toutes les régions, en fonction de l'activité économique, en fonction, je vais dire, du développement économique qu'il y a, créer ce qu'on appelle des centres de formation des apprenants ou bien des apprentis. Et quitte à ce que déjà à bas âge, à partir de la classe de CM2, nos jeunes savent ou bien s'accrochent à ce qu'on appelle des métiers déjà. Et on peut être déjà un technicien, un ingénieur et un docteur, mais pas directement abouti, excusez-moi, on est sur un milieu de l'enseignement supérieur, je suis de l'enseignement supérieur, l'enseignement qu'on appelle de l'éducation nationale, comme le dirait notre confrère tout à l'heure, M. Begré. Il y a ce qu'on appelle des plateformes d'échange collaboratifs qui existent effectivement dans lesquelles nous travaillons, mais déjà envoyer une sensibilisation à ces jeunes qui peuvent savoir qu'on peut être un balayeur et demain devenir un docteur avec un métier sous la main. Merci. Merci Jean-Bruce. C'est des points très intéressants et je retiens, on peut être un balayeur aujourd'hui, on peut être apprenti depuis la classe de CM2 et puis demain devenir un docteur. C'est une innovation vraiment très importante du ministre Kofi Nguessan, que nous connaissons bien, qui était le directeur de l'école de laquelle nous venons, le directeur de l'INPHB. Voilà, et ensuite, l'autre point qui m'a marqué dans l'intervention, c'est l'aspect surtout de quelles démarches sont mises en œuvre pour faire fuir des personnes du secteur informel. Déjà, la collaboration des entreprises de curriculum, compris, c'est parce que les besoins des entreprises, que pour raison de chômage dans le secteur informel,
et que si elles ont les compétences qu'il faut, les entreprises vont les recruter. Et c'est un point qui est très intéressant. Et ça permet directement aussi de poser la question à notre intervenant, Achille Coucou, qui est le directeur d'une université, TG Master University. Qu'est-ce que vous faites à TG Master pour éviter de former des chômeurs? Achille, est encore avec nous? Oui, Achille? oui. D'accord. La question, c'est qu'est-ce que vous faites à TG Master pour éviter de former les chômeurs? Alors, donc, ce qu'on fait dans TG Master pour éviter de former les chômeurs, c'est pas très compliqué. Déjà, comme il a été dit par le prédécesseur, il doit exister une synergie entre les différents systèmes. C'est-à-dire que chacun ne doit pas évoluer en vase clos, mais il doit avoir une connexion. C'est-à-dire qu'à quel moment on forme des gens en mathématiques, en littérature, de quoi on a besoin pour réussir le niveau d'enseignement, je dirais, secondaire, que ce soit général ou technique. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence quand on arrive dans l'enseignement supérieur? Mais tout ça, avant tout, est guidé par les besoins des entreprises. Donc, on doit normalement inverser la chaîne de réflexion et pas rester dans une démarche traditionnelle qui a toujours été celle de penser le système éducatif pour en avoir des produits qui sortent et d'aller les mettre en confrontation avec le monde réel de l'entreprise. Donc, la démarche doit être inverse. Et ce que justement nous faisons à TG Master, c'est de réfléchir dans ce sens inverse, de demander, de se poser la question, que sera le monde de demain? Donc, quand je dis le monde de demain, je parle du monde de l'entreprise. Comment est-ce qu'il va fonctionner? Quand on lit des rapports, on lit que 85% des métiers à 2030, 2035 ne sont pas connus. Donc, on s'interroge. Quels sont les types de fonctions, les filières qui vont persister, celles qui vont avoir des mutations ou qui vont carrément disparaître? C'est cette démarche que nous adoptons déjà à TG Master. Donc, TG Master a lancé une initiative de préparation. Donc, on a vu que, par exemple, dans les rapports, vous lirez qu'un étudiant africain sur 16 part en mobilité à l'international, donc hors de son pays. Et ça, c'est le taux le plus élevé au monde. Et il est constaté en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que quand on prend des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., un étudiant sur 16 par année part étudier hors de son pays. Il n'y a pas plus fort taux ailleurs. Hein? Mais cela s'explique avant tout par le manque d'infrastructures. On voit qu'il n'y a que 4 ou 5 universités africaines qui font partie des 500 meilleures au monde. Et dedans, on n'a que des universités sud-africaines et égyptiennes. Donc, on est très sous-représenté en Afrique subsaharienne. Donc, qu'on s'est dit de façon simple à TG Master, en attendant que nous ayons les infrastructures dans nos pays d'Afrique subsaharienne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue d'augmenter le taux de diplômés sans emploi? Est-ce qu'on continue de former des chômeurs? Est-ce qu'on continue d'attendre jusqu'à ce que les politiques ou que les gouvernements fassent quelque chose? Non, la réponse était en attendant, il faut une solution palliative. Et donc, le fait d'accompagner des jeunes brillants qui sortent des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne, mais qui probablement se confrontent donc à la dure réalité du monde de l'entreprise, qui vont avoir un salaire très peu reluisant ou très peu, on va dire, représentatif de leurs efforts d'études. On a décidé d'accompagner certains qui étaient désireux d'aller plus loin, d'intégrer les meilleures infrastructures, les meilleures écoles, les meilleures institutions au monde. Donc, on a commencé ça en se disant, bon, là, ça fait quasiment 10 années, on a eu quelques nouvelles universités qui sont sorties de terre en Côte d'Ivoire, pour prendre le cas de la Côte d'Ivoire, etc. Donc, en attendant, on continue. Donc, on s'est dit aussi à un moment donné, dès 2020, 2019, on a mené la réflexion en se disant, est-ce qu'on va continuer de toujours envoyer des gens à l'étranger, sachant que ça coûte cher de former une seule personne, on va être sur un coût global d'à peu près 45 000 € pour une formation en master après un bac+3.
y compris les frais de vie et les frais de scolarité, donc 45 000 € à peu près, en moyenne, hein. Donc, est-ce qu'on va continuer ça avec des difficultés de financement et d'adaptation, etc.? Non. Qu'est-ce que nous avons dit? On va donc aller prêcher auprès des institutions mondialement reconnues pour monter des programmes localement en tenant compte justement de la réflexion que je disais inversée. Que veulent les entreprises? Que seront les entreprises? Et comment allons former des gens pour répondre à ces attentes, à ces besoins, pour avoir une adéquation, éducation, formation et monde de l'emploi, monde de l'entreprise. Donc, voici globalement les approches que TG Master fait. À côté de cela, on va aussi être des évangélistes, hein, pour prêcher que l'éducation est l'arme la plus puissante par laquelle on peut changer une nation, qu'aucune nation ne peut être développée si ces citoyens ne sont pas réellement formés. Donc, j'ai pris 2 citations de Nelson Mandela. Il y en a encore plein que je pourrais citer en un point fini. Nous allons donc nous approprier ces idées, ces courants de pensée et nous substituer ou du moins nous transformer en relais pour prêcher aux jeunes, leur expliquer que l'éducation, ça paye, ça nourrit son homme, ça transforme une nation. Et on va insister sur cela à travers des sessions d'information, des échanges comme ce panel et discuter aussi avec les pouvoirs publics, les décideurs publics nationaux pour regarder quelle synergie il peut y avoir entre enseignement supérieur privé dans le secteur dans lequel évolue TG Master et le public, etc., etc., sans forcément vouloir se positionner en concurrent, mais en voie palliative, je dirais en solution complémentaire, voilà, en offre complémentaire. Merci Achille pour ce point-là, hein, de ce que je retiens de concevoir des formations qui sont demandées par les employeurs et les incorporer dans les programmes de l'université, donc le programme de l'université pour qu'ils répondent directement à ces besoins des employeurs. Donc déjà, voilà, résoudre l'adéquation formation-emploi de la sorte. Il y a une question du docteur Jules Nguesson dans le chat qui rejoint un peu ce point-là et qui est une transition parfaite vers ma 4e question. Le docteur Jules Nguesson dit il faut un changement de paradigme avec une approche top-down, en partant des métiers existants. Donc, ce que je comprends du top, docteur Jules, c'est les employeurs. Donc, sont eux qui sont, on pourrait peut-être le voir en aval, mais puisqu'ils n'arrivent pas à trouver de personnes à recruter, donc on les mettra en amont. Donc en partant vers eux, et puis pour arriver à designer, à concevoir des programmes portant sur des axes pratiques et pragmatiques comme modèle de formation. Et c'est un peu ce que Achille prêchait. Et ça rejoint, en fait, comme je disais, ma 4e question, qui est de ce qu'on a un vrai problème de capital humain. Encore dans le rapport de diagnostic du PMD qui disait que la contribution du capital humain, on comprend aussi bien la santé que l'éducation. On est sur l'éducation, on va intéresser l'éducation. Il y a eu une contribution négative, moins 0,6% dans les facteurs de croissance en Côte d'Ivoire, de 2012 à 2019, capital humain. Donc l'homme, voilà, c'est pas très réluisant, hein, c'est négatif. Et les solutions que nos paliers sont présentées, elles ont l'air d'être des solutions à moyen terme. Aujourd'hui, plusieurs employeurs cherchent des personnes à former, à recruter. Aujourd'hui, il y a plusieurs diplômés sans emploi en Côte d'Ivoire. Il y a des milliers et des milliers. Est-ce qu'il y aurait des solutions rapides? C'est vrai que les choses rapides ne sont pas forcément de qualité, mais il y a un problème urgent et pressant. Comment est-ce qu'il y a possibilité d'envisager des réformes qui permettent en 3 mois, en 6 mois, en 9 mois, même en 1 année, d'avoir des personnes compétentes à mettre à la disposition des employeurs? Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour le capital humain en Côte d'Ivoire qui soient des solutions vraiment voilà, qui donnent des résultats rapides, même si on sait évidemment que les solutions importantes de qualité sont des solutions durables, mais que faire là, à court terme? Je ne sais pas si je peux rebondir sur la question. Je vais répondre, mais permets-moi de venir Vas-y, Yannick. donner quelques
quelques statistiques parce que c'est vrai qu'on, pendant que nous sommes en train de parler, on voit plutôt la responsabilité de l'État effectivement dans ces insuffisances-là. Mais là, j'ai sous mes yeux des statistiques qui révèlent que selon un sondage effectué dans les classes de 6e, vous avez pratiquement 25% des élèves qui ont un manuel scolaire. Ça veut dire que vous avez 75% des élèves qui n'ont pas de manuel scolaire. Alors, parler effectivement d'employabilité, parler d'accès effectivement à la formation, tout part de la formation de base. Et effectivement, quand vous avez par exemple des parents qui ont démissionné et qui n'arrivent même pas à offrir un manuel aux enfants pour pouvoir suivre les cours, imaginez un élève qui n'a pas de livre de physique, chimie, qui n'a pas de livre d'anglais, comment est-ce qu'il pourrait améliorer sa performance? Et là-dessus, il y a le ministère de l'Éducation nationale qui a mis sur pied un projet qu'on appelle Bonamas, donc la bourse du manuel scolaire qui va consister effectivement à financer des ouvrages qu'on va redistribuer aux élèves année après année. Mais on se pose la question, est-ce que ça va suffire? Donc, l'une des solutions, ce serait effectivement de sensibiliser les parents à l'importance effectivement des enfants d'avoir des manuels et que ces manuels-là, en fonction de leur contenu, effectivement, intègrent des contenus, des compétences qui soient des compétences techniques. Vous voyez, depuis quelques années, on parle de formation en entrepreneuriat, mais apparemment, c'est plus théorique que pratique. On se pose bien la question, qu'est-ce qu'un enseignant qui n'a jamais entrepris, qui n'a pas une âme d'entrepreneur, peut enseigner effectivement de l'entrepreneuriat à quelqu'un? Et qu'est-ce qu'un enseignant du technique, et là je parle sous le contrôle de mon copanéliste d'enseignement technique, qui peut-être depuis 10 ans n'est plus informé des innovations en termes de comptabilité, en termes de système OADA, de choses et tout ça, qu'est-ce qu'il pourrait effectivement enseigner de nouveau à ses élèves pour qu'ils soient compétitifs? Donc, il y a ce lien effectivement, non seulement à faire en sorte que les manuels intègrent les compétences techniques telles que les soft skills et les compétences en mathématiques et lecture. Et il faut aussi, dans ces manuels-là aussi, intégrer des modèles qui soient des modèles inspirants. Donc, il faut effectivement réviser tous nos manuels de façon à les adapter à nos contextes. Il y a aussi, moi, je suis, on peut dire, un enfant de l'enseignement privé. Léonce, ici en Côte d'Ivoire, l'enseignement privé, c'est plus de 54% des élèves, de la population scolaire. C'est pour dire qu'effectivement, l'enseignement privé regorge plus d'élèves que l'enseignement public. Mais si on ne met pas l'accent sur la qualité de l'enseignement dans nos établissements privés, il va sans dire que ces résultats-là seront difficilement améliorés parce que au niveau du privé, c'est vrai que depuis quelques années, le ministère fait des efforts pour pouvoir mettre à jour les directeurs des études qui aujourd'hui ont besoin d'une autorisation d'enseigner avant de diriger un établissement. Je veux dire une autorisation de diriger. Vous avez aussi les enseignants qui ont besoin d'une autorisation d'enseigner avant d'enseigner. Mais quand on forme un enseignant sur 2 semaines ou un directeur des études sur 2 semaines ou même un éducateur sur 2 semaines à la tâche et qu'on lui donne un parchemin, il faut pouvoir effectivement y introduire de la formation continue, de façon à ce que ce ne soit pas seulement ces 2 semaines-là qui suffisent. Et pour répondre précisément à ta question, je pense qu'avec le gouvernement sénégalais, ils avaient expérimenté quelque chose, et ça, peut-être, je vais faire un clin d'œil à mon copanéliste de l'enseignement supérieur, c'est qu'avec le gouvernement sénégalais, ils étaient en train de mettre sur pied un institut supérieur d'enseignement professionnel. Je sais qu'au niveau du ministère de l'Éducation et au ministère de l'Enseignement technique, certainement qu'il y a des projets comme ça qui sont en œuvre, peut-être qu'il va mieux nous les expliquer. Mais je pense que si effectivement on a de tels instituts, ça pourrait permettre effectivement d'être en contact avec les entreprises et de pouvoir répondre rapidement aux besoins des entreprises. Et pour faire un clin d'œil aussi à l'enseignement technique, notre organisation appuie le ministère de l'Enseignement technique avec ce qu'on appelle un système Tracer, donc qui va permettre effectivement de suivre effectivement l'enseignant, l'élève depuis la base jusqu'à son insertion sociale pour voir effectivement si les enfants qui sont formés, parce que nous allons créer effectivement ce qu'on appelle des centres TVET au niveau de l'État du Côte d'Ivoire sous financement américain, nous allons créer des centres TVET et ces centres TVET-là seront dotés d'abord d'un système d'accréditation, donc qui vont permettre effectivement d'évaluer comment ces centres-là sont administrés,
comment l'enseignement est donné dans ce centre-là et qui va permettre, in fine, de mettre aussi un système pour pouvoir suivre effectivement ces élèves-là. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire fait des efforts, mais je pense qu'en termes je vais dire au niveau de la responsabilité des parents ou même au niveau de l'enseignement privé, où les chefs d'établissement ne sont pas aussi supervisés parce qu'il y a la supervision pédagogique, mais il y a aussi la supervision administrative qui permet d'aller voir quand même dans un établissement privé si l'établissement est bien géré, si le directeur des études gère bien son établissement, si les conseils d'enseignement marchent, si les activités pédagogiques sont effectuées, s'ils font des visites des classes, s'ils font des classes ouvertes et tout ça. Et on a besoin d'avoir des établissements privés avec des projets d'établissement novateurs. On a en Europe, et ça se voit aujourd'hui, il y a des établissements, par exemple, qui mettent le sport ou bien qui mettent la culture au devant et qui marchent très bien. Moi, quand j'étais, par exemple, directeur du collège Ayano de Lakota, nous avons, sans faire une publicité, sans faire de la publicité, nous avons remporté par 2 fois le concours national de théâtre scolaire et nous avons remporté au niveau régional le concours culinaire. Et effectivement, c'est autant d'activités qui permettent d'entretenir la vie scolaire et de promouvoir effectivement la performance de nos établissements. Merci. Très bien, merci Yannick. Il y a Achille qui voulait aussi intervenir dans la même veine avant de passer à Jean-Bruce. Tout à fait. Donc, ce que j'avais voulu souligner à la question de Léonce, de savoir quelle approche ou quelle solution quasi immédiate pourrait avoir, moi, je pense que le constat, il est assez alarmant. Parce que là, on parlait plus de comment faire face donc, à l'augmentation croissante de personnes qui sortent du système éducatif, que ce soit après le primaire, le collège, le lycée ou dans le supérieur, et qui n'arrivent donc pas à s'insérer. Je pense qu'on est face à un constat assez alarmant. Globalement, notre administration, globalement en Côte d'Ivoire, on a à peu près 300 à 350 000 emplois par année, sachant que sur le marché du travail, 500 000 personnes arrivent globalement par année, donc il y a un gros déficit. Et on aura un stock donc, de diplômés sans emploi qui va s'accroître d'année en année. Et s'il y a une solution, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution magique, immédiate, mais avant tout, il faut passer par la sensibilisation. Aujourd'hui, quand on fait les analyses, en Côte d'Ivoire, il y a eu une enquête sur l'emploi qui a été menée entre 2012 et 2016 et dans laquelle il a été ressorti, en fait, il a été relevé que 80% des gens qui étaient en emploi et exerçaient dans un domaine qui n'avait rien à voir avec leur formation initiale, donc en Côte d'Ivoire. Et il y avait quasiment 50% de gens qui n'étaient pas employables du fait de la formation suivie. Donc, si déjà 80% des gens dans un métier le font sans tenir compte ou du moins sans lien avec leur formation de base, ça veut dire que la première solution pour moi est avant tout la sensibilisation. Parce que dans ces personnes diplômées qui ne sont pas en emploi ou même sorties du système qui ne sont pas en emploi, on va avoir des gens qui ont des formations dans des domaines précis. Des pays en Afrique, je ne citerai pas forcément de nom, ont un fort besoin de médecins, mais ils vont continuer à former des spécialistes en lettres modernes, en langue, etc. Ça veut dire qu'on va avoir des gens qui ont été formés dans des langues, dans des domaines comme la géographie, l'économie, etc., mais qui sont face à des entreprises qui n'ont pas besoin de tel type de compétences. Donc, si on n'a pas une bonne sensibilisation, la personne aura l'impression de régresser ou l'impression d'avoir fait un parcours de formation qui ne servira à rien fondamentalement. Et je pense aussi que les raisons pour lesquelles on va à l'école, les raisons pour lesquelles on se forme, ne sont pas très souvent divulguées à ceux qu'on forme. On voit un rêve en disant vous allez vous former, vous allez commencer à travailler, gagner une vie, etc. Mais on se forme avant tout pour travailler. On ne travaille pas forcément dans le domaine dans lequel on a été formé. Donc, première solution pour moi, la sensibilisation du fait que, voici les statistiques, 80% des gens employés ne le sont pas dans un domaine en lien avec leur formation de base.
Partant de ce constat, on pourra identifier les besoins réels immédiats des entreprises et mettre en place des formations certifiantes, professionnalisantes, pratiques, courte durée. J'entends 3 à 6 mois, moins d'1 an, et permettre à des gens de pratiquer et de pouvoir avoir un emploi. Et quitte à ce qu'après, fassent valoir leur formation de base et compléter avec une double casquette pour évoluer vers des postes de responsabilité. Mais voici pour moi une approche assez simple et qui me semble efficace. D'accord, très bien, merci. Je passe la parole à Jean-Bruce pour intervenir sur ce point-là. Jean-Bruce a déjà aussi mentionné des éléments de solutions qui sont intéressants, par exemple l'école de la deuxième chance, et j'aimerais Jean-Bruce expliciter un peu et puis comprendre un peu les horizons immédiats vers lesquels on pourrait déjà voir un impact de ces différentes approches que vous avez au niveau du ministère. D'accord. Merci, Léonce. Comme un des confrères l'a dit, il n'y a pas de solution miracle, mais le ministère de l'enseignement technique, avec son leadership, le ministre Kofi Nguessan, il y a des propositions. Et dans sa vision, dans la vision du ministère, il a décliné sa vision en 2 actions et qui pourraient être, je pourrais dire, des solutions pour répondre véritablement aux besoins des entreprises. C'est d'abord, pour performer aussi le système éducatif, il y a ce qu'on appelle l'Académie des talents. Ça, c'est la première grosse artillerie. L'Académie des talents consiste en quoi concrètement? C'est la redéfinition des parcours de programme, des curricula, avec l'appui, comme je l'ai dit, le secteur professionnel, toutes les branches professionnelles dans tout le corps du métier possible, qui permettra réellement de voir la nécessité de former dans tel ou tel métier. Dans cette artillerie de l'Académie des talents, il y a l'actualisation du formateur, sur la formation du formateur lui-même, qui permettra véritablement de former véritablement nos formateurs par rapport, je pourrais dire, aux besoins actuels et avec les nouvelles technologies, comme on l'a dit, au risque de me répéter. Et dans cette Académie des talents, il y a ce qu'on appelle la concrétisation, je pourrais dire, réelle de la branche professionnelle et de nos différents centres de formation. Tisser des différents partenariats, des différentes conventions. Vous savez, il a été DG de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, autant de conventions qu'il a pu tisser avec, je dis, le secteur professionnel, le secteur académique dans d'autres pays, pour pouvoir permettre ce qu'on appelle cette mobilité des élèves, des étudiants, afin que l'insertion soit véritablement aussi, je pourrais dire, très aisée. Et le deuxième volet, comme je l'ai mentionné, que tu l'as repris, le code de la deuxième chance. Le code de la deuxième chance, là, il y a plusieurs activités, telles que plusieurs programmes qui sont mis en place. Je peux être informaticien, n'ayant pas un boulot, je peux être reconverti. La reconversion et aller vers d'autres métiers tels que, vous voyez, aujourd'hui, nous avons les grandes surfaces, des grandes surfaces, je pourrais dire des grands magasins, donc il y a du métier qui se crée là. Il y a des boulangers qui se créent, il y a les pâtisseries qui se créent, tout ça, former véritablement ces personnes. Et je vais prendre un élément que Achille a dit tout à l'heure, la sensibilisation. Ce n'est pas parce que je suis boulanger que je vais gagner mal ma vie que celui qui est un ingénieur ou bien un docteur. Et je ne dévalorise pas aussi la fonction de docteur ou d'ingénieur. Cependant, il y a des métiers auxquels, avec la sensibilisation, on peut gagner mieux sa vie. Et dans tous les métiers sont, je pourrais dire, bénéfiques à tout un chacun. Donc, il y a ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance. Et l'école de la deuxième chance permettra, via quel système? Les élèves font 75% de leur formation sur les chantiers écoles. Sur des chantiers écoles, les autres 25% sont convertis en modules de formation, comme je l'ai dit tantôt, par définition des curricula de formation avec le secteur professionnel. Et ça permettra réellement à résoudre le taux, je pourrais dire, d'insertion, bien le taux d'abandon des jeunes dans leur cursus scolaire.
Déjà, même à partir de CM2, on peut récupérer toutes ces jeunes. Tu n'as pas pu être ingénieur, on peut te convertir en boulanger. Tu n'as pas pu être boulanger, on peut te convertir en chauffeur. Je pense qu'il y a tous les métiers possibles. Et le ministère de l'enseignement technique a véritablement, comme vous le voyez sur l'intitulé du ministère de l'enseignement technique professionnel, de la formation professionnelle, tous les corps de métier sont au sein de notre ministère ici. Donc, c'est possible. L'un des autres éléments que nous devons, pour finir sur 2 points rapidement, il y a 2 points rapidement sur lesquels je voudrais beaucoup insister. Remarquez la formation en Europe. Il y a ce qu'on appelle la mobilité dans les parcours de formation, des semestres qui se font dans d'autres pays, des semestres qui se font dans... Et ça permettra réellement que les établissements, comme Yannick le disait, au directeur des études d'être toujours de toujours voir, je pourrais dire, si leur parcours de formation est d'actualité, créer ce qu'on appelle des partenariats, des passerelles entre ces établissements, entre ces écoles, dans la mobilité, créer ces mobilités. La mobilité peut se faire sud-sud, interne-interne, ou bien des mobilités sud-nord, véritablement. Et permettre à partir de ces mobilités de mettre en concurrence de façon en temps caché des concurrences entre les différents établissements. Pourquoi l'éveil même des parcours de formation et l'actualisation des parcours de formation. Et le dernier point sur lequel je vais terminer, c'est la gouvernance des établissements. La gouvernance des établissements. Je suis tenté de dire qu'il faudrait donner ce qu'on appelle des feuilles de route ou bien que les chefs d'établissement définissent ce qu'on appelle le projet d'école. Un projet d'école, à la fin, si le taux d'insertion n'avoisine même pas les 90%, les 99%, je pense qu'on pourrait prendre d'autres résolutions. Donc, pour l'heure, je vais m'arrêter là et dire que voici des pistes de solutions qui sont propices à pouvoir trouver véritablement l'insertion de ces jeunes. Et comme vous aviez, si vous partez sur le slide précédent le slide après celui qui est juste là, vous verrez qu'on pourrait renverser la tendance de sorte qu'on ait ces mêmes tendances dans les pays à fort taux de revenus, de voir que le taux de non-scolarité soit vraiment très réduit. Et c'est possible, avec tout ce système qui se fait dans les pays développés. Merci. Merci Jean-Bruce. Et un peu pour revenir, je pense que Yannick a mentionné un terme, je n'ai pas bien compris, c'est TVET, c'est formation vocationnelle, c'est ça? Ou qu'est-ce que c'est? C'est un terme anglais, mais c'est pour dire enseignement technique et formation professionnelle. Voilà. D'accord, enseignement technique et formation professionnelle. Et il a aussi mentionné un système, j'ai compris, de traçabilité des étudiants. Je crois que Brice en parlait tout à l'heure. Le tracer, c'est effectivement de voir comment on suit le parcours de l'enfant pour voir, depuis son établissement d'enseignement professionnel, quelles sont ses chances ou quel est le taux d'insertion socio-professionnelle. Voilà. Comment est-ce que ça se dit, le Le tracer, comme tracer, voilà. D'accord, le tracer, ok, d'accord. Voilà, informatique, effectivement, qui permet de suivre, effectivement, le parcours de l'enfant. Et donc, tout à l'heure, Bruce le disait, ça permettra de voir, effectivement, la proportion des élèves, effectivement, qui réussissent à partir d'un étabbissement donné. Voilà. Et donc, il est en œuvre, ce système, il est implémenté, il va être implémenté à quel horizon? Est-ce qu'on peut avoir un peu, ou c'est encore confidentiel? Non, ce n'est pas confidentiel, mais nous sommes déjà sur la bonne voie. Ça fait partie des projets que nous sommes en train de mettre en œuvre avec le ministère de l'Enseignement technique. Voilà. Et c'est seulement au niveau de l'enseignement technique ou c'est dans tous les systèmes d'éducation nationale, enseignement universitaire? Est-ce que, par exemple, Achille, au niveau de son université, peut avoir un système comme ça pour suivre ses étudiants? Pour le moment, c'est avec l'enseignement technique, mais en même temps aussi avec le ministère de l'Éducation nationale, il y a un SIG intégré que nous sommes en train de mettre sur pied, un système d'information et de gestion de l'éducation. En fait, c'est de centraliser les données au niveau du ministère de l'Éducation nationale de façon à ce que la prise de décision se fasse beaucoup plus aisément. Parce qu'au niveau du MENA, vous avez plusieurs directions centrales et chaque direction centrale a son système de gestion. Et donc, quand vous demandez, par exemple, des données, et vous vous rendez compte que d'un établissement, je veux dire, d'une direction centrale à l'autre, les données varient. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir effectivement créer un système qui intègre toutes ces données-là et qui permettent aux partenaires techniques, financiers, à tous ceux qui voudraient effectivement apporter leur appui au ministère d'avoir des données fiables
pour pouvoir effectivement adresser la bonne question au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Mais au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, je crois qu'il y a la construction de 2 campus satellites de l'ENS aussi qui sont en cours pour permettre à l'ENS de pouvoir recueillir beaucoup d'étudiants pour pouvoir former les enseignants. Et donc, c'est à Boaké et à San Pedro. Et donc, voilà autant d'activités que nous faisons avec les différents ministères. D'accord, très bien. Et bon, je vais tendre la perche à Achille. Je comprends, Jean-Bruce a mentionné un aspect de solution qui est mobilité dans les parcours de formation. Il a dit que ce serait un élément de solution qui permettrait d'avoir des résultats, pas des solutions miracles, mais des résultats à court terme. Est-ce que votre université a des mobilités au niveau des parcours de formation? Dans tous les cas, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Bruce, hein, parce que le fait d'avoir une mobilité, je pense qu'il a déjà spécifié, permet un enrichissement mutuel. Donc, au sein de TG Master, nous y tenons beaucoup, ça nous tient beaucoup à cœur. J'ai moi-même bénéficié dans le cadre de ma formation d'une mobilité. Le fait d'être allé à l'international m'a aidé à comprendre certains mécanismes, à rencontrer des gens. Et c'est pour ça qu'au sein de TG Master University, dans le bachelor que nous faisons en 3 années, la 3e et dernière année est sujette à une mobilité à l'international. Donc, soit dans un pays anglophone en Afrique, Nigeria, Ghana, ou carrément en France, à Audencia Business School, qui est notre partenaire académique sur ce programme bachelor. Mais nous avons aussi pensé que la collaboration ou la coopération ne devrait pas être seulement du sud vers le nord, mais dans les 2 sens, également du nord vers le sud. Et c'est la raison pour laquelle, dans nos accords, nos négociations, nous avons acté le fait que, dès la rentrée prochaine, de septembre 2023, des étudiants internationaux de l'école Audencia Business School, qui est classée parmi les 10 meilleurs en France, leurs étudiants viendront en Côte d'Ivoire pour également s'enrichir de toute la diversité en Afrique et également pour rencontrer d'autres jeunes, travailler sur des projets, surtout pour ceux qui comprennent que l'Afrique est non seulement demain, mais déjà aujourd'hui, d'accord? Et en termes de mobilité, je dirais qu'il ne faut pas simplement s'arrêter à la mobilité estudiantine, ou du moins au niveau des étudiants. Mais il faut également parler de mobilité au niveau du corps professoral. Et nous avons également signé des accords qui permettront d'avoir des professeurs dès la rentrée prochaine de ces institutions de renom qui viendront enseigner nos jeunes et partager leur expérience. Cela permet donc de garder un aspect assez dynamique dans la formation, d'un partage culturel et de connaissances à la fois entre étudiants, entre professeurs et étudiants. Et nous regardons aussi la possibilité pour certains de nos professeurs doctorants ou ceux qui souhaiteraient faire des co-thèses, de pouvoir aussi regarder ces aspects-là et regarder comment nos partenaires pourraient appuyer. Donc, je suis tout à fait d'avis que la mobilité permettra un accroissement du savoir-être, du savoir-faire et sera également un atout pour l'entrée en entreprise. D'accord, mais pour continuer, j'ai compris aussi mobilité en termes de mobilité géographique, mais je pense aussi qu'il y avait la mobilité en termes de passerelle, c'est ça, parce qu'il disait mobilité dans les parcours de formation, c'est ça? Quelqu'un qui démarre, par exemple, en géographie, qui pourrait aller faire de l'économie, c'est Jean-Bruce, si je ne m'abuse, c'est un point aussi de la mobilité, non, dont on a parlé? Je pense qu'il faisait plus allusion en termes de reconversion et pas de D'accord. parcours classique, hein. C'est-à-dire que c'est assez fou de penser qu'on peut démarrer un parcours en géographie et aller terminer en économie. Ça demande carrément un apprentissage des bases, donc un recommencement si on veut aller dans un parcours diplômant. Après, ce que j'avais mentionné au début, c'était que donc la solution que je disais de reconversion, de sensibilisation des gens qui arrivent sur le marché sans emploi et de partir sur des formations certifiantes, d'accord, ou des CQP, hein, des certificats de qualification professionnelle qui permettront à quelqu'un qui a fait de la géographie ou de l'histoire ou de l'informatique de pouvoir travailler dans la gestion du stock, dans la logistique, parce qu'on va lui donner le nécessaire
en termes de compétences pour aborder le métier et pas forcément passer par toute la théorie, etc. Mais ce type d'autres conversions ou de reconversion est possible. Ça a été le cas pour moi. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande du temps, de la patience. Moi, je suis diplômé ingénieur en électrotechnique. J'ai par contre fait toute ma carrière dans la finance, dans la banque, avant de monter TG Master. Donc, cela m'a demandé donc, un passage par un master. Je fais un master 1, master 2. Donc, j'ai fait encore 2 années et demie, voire 3 années de formation pour avoir un autre bac plus 5. Donc, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande un investissement financier et en termes de sa personne, qui peut être très long en termes de solutions pour le problème que nous abordons. Et la mobilité que je soulignerai ici serait des formations complémentaires qui permettront une reconversion et non une reprise à zéro et non un passage d'un domaine de formation à un autre. Très bien, très Léonce, bien. Oui, oui, Jean-Bruce. effectivement, c'est une reconversion, mais il y a cette reconversion résout deux problèmes, le problème de chômage et le Mhm, problème d'insécurité. Voilà. Parce que vous prenez des cohortes ou bien des populations de jeunes non formés ou bien formés dans un domaine qui n'a pas forcément une insertion ou bien qui ne trouve pas d'issue. Ces jeunes-là, même si on a 3 mois de formation, 6 mois de formation, une année de formation, ces jeunes-là ont sous la main des métiers, des CQP, n'est-ce pas, qui leur permettent d'embrasser d'autres métiers. Mais en embrassant ces métiers peuvent, s'il y a encore des continuités dans ces métiers, comme on le dit, des parcours de formation, ces jeunes-là peuvent se développer dans ce métier en quelque sorte. Ils ont certes commencé par le CQP, mais après le CQP, ils pourront passer par un BT. Après le BT, ils pourront passer par un BTS, ainsi, mais dans le domaine, au fait, où ils ont le métier, au fait. Donc, c'est pour dire qu'ils ont certes le Excellent. métier et avec un emploi sous la main et ils évoluent non pas rester diplômés ou non scolarisés et qui seraient finalement deux problèmes majeurs pour votre pays et pour la sous-région, le chômage et l'insécurité. Et on sait ce que ces deux éléments apportent dans un pays. Merci, Jean-Bruce. Et c'est une, disons, ces aspects de reconversion, c'est un point qui est intéressant. Moi, la question qui me passe à l'esprit, et je dis en même temps au public que les questions sont ouvertes, il nous reste 15 minutes pour terminer ce panel. C'est est-ce qu'il y a une sorte de mapping, une sorte de traçage, si je peux le dire, entre les différents, par exemple, en partant de CQP, on sait que tu fais tel CQP, tu peux arriver à tel BT, et ça peut permettre une sorte de reconversion facile ou une obtention de crédit qui vous permet de passer de CQP à des BT, à des BTS, même à des masters. Est-ce que c'est des chantiers qui sont au niveau du ministère? Sinon, c'est quelque chose qu'il faudra mettre en place pour faciliter aussi, disons, de tels programmes de reconversion qui sont très importants pour notre économie. Pour rebondir sur cette question, j'ai été directeur des études du cycle ingénieur des travaux publics à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, que tout le monde connaît très bien, INPHB. C'est ça la notion du système LMD. Créer ce qu'on appelle des unités d'enseignement. Des unités d'enseignement qui sont, en guillemets, constituées de modules ou bien de matières, de EC. On pourrait leur donner toutes sortes de noms, mais ce sont des briques de formation. Et après, ces briques de formation, ce sont des crédits que vous capitalisez et qui, au fur et à mesure, avec un certain niveau, vous pouvez gravir certains échelons. C'est pour ça que je vous ai dit dans mes propos, on peut commencer par un CQP ou bien un CAP même pour être docteur des mains. Donc, ça vous dit que ce sont des briques qui s'enchaînent et qui permettent d'évoluer. Ceci étant, il faut dire que ces CQP ou bien doivent passer par un système qu'on doit mettre en place, qui est le système de CTI, accrédité et choses. Bon, ça, c'est au niveau des ingénieurs, la commission d'éthique des ingénieurs, mais donner ce qu'on appelle des certificats ou bien des accréditations à un parcours de formation, tout. Donc, c'est un peu dans ce sens pour que ça soit tous balisé, au fait.
véritablement. Pour terminer, simplement, c'est pour dire qu'il y a des passerelles dans tous les domaines et c'est possible. D'accord, très bien. Donc, je vois qu'il n'y a pas de public de questions dans le public. Il nous reste, disons, 13 minutes 11 minutes exactement pour terminer ce panel. Donc, j'offre l'opportunité aux différents panélistes de dire un mot de fin. La question qu'on nous a posée dans le panel, c'est quelle collaboration entre les différents systèmes d'éducation pour davantage d'impact. Donc, il y a eu ici quelques exemples de collaboration au niveau de donc, Yannick a mentionné différents exemples de commissions interministérielles. Jean-Bruce a mentionné différents projets, notamment, disons, c'est l'école La Deuxième Chance et puis les académies de talent qui vont permettre en fait de redéfinir les curricula, qui vont permettre des reconversions professionnelles avec cette cartographie qui s'appuie sur le système LMD et puis cette recommandation de validation des parcours à partir de CTI. Achille Coucou a mentionné différents exemples. Au sortir de ce panel, on a une note d'espoir pour que l'éducation s'améliore. Moi, j'aimerais concrètement que vous puissiez définir un certain nombre de quels sont vos souhaits ou un plan d'action. Je pense que ce panel a permis aussi d'avoir des informations qui vont permettre d'améliorer la qualité de la collaboration et de transformer notre système éducatif. Voilà. Je ne sais pas qui veut démarrer. Yannick, par exemple. Oui, merci Léonce. Je crois qu'effectivement, il y a des plateformes qui sont créées. Il faut plutôt accentuer la collaboration au sein de ces plateformes-là. Il y a aussi des outils qui sont importants, tels que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plan sectoriel de l'éducation, où les 3 ministères se retrouvent effectivement pour affiner et peaufiner la politique éducative. Il faut pouvoir vulgariser ce plan sectoriel de l'éducation et faire en sorte effectivement de veiller à l'application de ce plan sectoriel de l'éducation. Et pour les partenaires techniques et financiers, que sont les bailleurs, c'est-à-dire la Banque mondiale, la Banque africaine et tout, c'est effectivement à travers ces priorités qui sont identifiées dans les plans sectoriels de pouvoir effectivement apporter des financements qui soient efficaces, donc pour financer des projets. Mais surtout, je pense que de tout ce que nous venons de dire, la solution réside surtout dans les curricula de formation. Parce que si la formation est trop théorique et que la formation ne tient pas compte des réalités de nos différents pays, il va sans dire que nous allons former des gens qui, à la fin, auront difficilement peut-être à savoir pourquoi ils ont été formés. Pour l'actualité, par exemple, depuis quelques mois ici en Côte d'Ivoire, vous avez 3000 docteurs qui ne cessent de manifester parce qu'ils ne sont pas intégrés, ils n'ont pas de place dans les universités. Et donc, après la formation, après effectivement d'avoir obtenu ce titre-là, ils ont du mal à s'insérer, ils ont du mal à trouver une place à l'université. Et donc, à chaque fois, on fait, effectivement, ils font du bruit, effectivement, pour se manifester. Et donc, l'idée, c'est d'abord de développer la formation continue. On en a parlé tout à l'heure, la formation tout au long de la vie. Même quand vous êtes en fonction, il faut toujours continuer. Donc, c'est un changement de mentalité qu'il faut sensibiliser, un changement de paradigme. Ici, on forme nos enfants et lorsqu'ils ont un poste quelque part et lorsqu'ils ont obtenu un concours, ils pensent qu'il faut plutôt s'organiser autour du salaire qu'on a et il ne faut pas chercher à s'améliorer. Et même quand quelqu'un n'est pas allé loin dans les études, il pense qu'il n'a pas encore de chance alors qu'il y a effectivement cette belle initiative du ministère de l'Enseignement supérieur que je salue. Et puis bon, avec aussi tous ceux qui ont aujourd'hui le BTS, la licence dans certaines disciplines qui forcément ne sont pas des disciplines qui ouvrent effectivement à des compétences techniques et professionnelles. Aussi, il y a ce master effectivement qui a été annoncé effectivement par Achille, effectivement que je salue aussi. Et donc effectivement, les ministères travaillent, mais il faut maintenant un suivi dans ce travail-là. Il faut donner une forme pour que ces résultats soient connus. Et quand ces résultats sont là, il faut pouvoir avoir des financements effectivement pour tous ces projets qui sont implémentés. Je crois qu'au niveau voilà, nous, c'est ce que nous essayons d'apporter à ces 3 ministères. Merci. Yannick, je me permets essentiellement, donc j'ai un point que j'ai entendu, action sur la collaboration au niveau des plateformes. S'il y a des partenaires tels que Dalberg, Afrique Education, même des masters qui sont des partenaires de cette conférence, qui veulent rejoindre ces plateformes pour participer à ces réflexions, qu'est-ce qu'ils doivent faire, par exemple? Bon, écoutez, ici au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le groupe local des partenaires pour l'éducation, donc le GLPE, qui regroupe l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui apportent
un appui aux différents ministères, en tout cas dans le secteur éducation-formation. Et donc, c'est une plateforme qui est ouverte et qui n'attend effectivement que de nouveaux membres, des personnes qui pourraient effectivement apporter leur appui au système éducatif ivoirien. Vous avez l'UNICEF, vous avez Save Children, vous avez la Banque mondiale, vous avez la Banque africaine de développement, et vous avez toutes ces institutions, tous ces bailleurs-là qui se regroupent au sein de ces structures-là pour coordonner l'action et voir effectivement quel appui pourrait apporter au ministère de l'Éducation nationale. Je n'oublie pas bien sûr le MCC, donc le gouvernement américain aussi qui apporte effectivement son appui à l'éducation en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Très bien, merci Yannick. Très bien, Jean-Bruce? D'accord, je dirais, Yannick a pris un de choses à donner un de mes points, c'est-à-dire le programme de formation, mais je vais insister sur deux éléments très rapides, c'est-à-dire le cadre de formation, l'environnement, l'infrastructure et les équipements, pour que ça soit un cadre attractif et qui encourage les jeunes à véritablement venir à l'école. Vous prenez le cas de l'NCA, vous êtes des anciens de l'NCA, vous partez à l'école, vous êtes content d'entrer dans ces infrastructures parce qu'il y a toutes les commodités qu'il faut. Et vous avez aussi les équipements qui accompagnent. Donc, revoir le cadre, véritablement, le cadre de formation, l'environnement, les infrastructures, les équipements. Ça sont des éléments basiques, certes, mais qui permettent de faire ce qu'on appelle attirer les jeunes vers la formation. Vous voyez l'architecture de l'NPHB. Et aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Enseignement technique, pour ceux qui ont un peu visité le lycée technique, qui est en rénovation, qui est en réhabilitation, vous voyez ce que déjà nous faisons pour que le ministre fait, pour que déjà ça soit attractif. Ce sont des éléments, des outils de sensibilisation pour dire que c'est possible de réussir à l'école. Le dernier élément, on l'a déjà dit, c'est vraiment développer le réseau avec les partenaires, avec le corps des branches professionnelles et pourquoi pas aussi entre les établissements pour pouvoir améliorer les parcours de formation et sans oublier que ces formateurs, même qui sont des formateurs, doivent aussi bénéficier d'une actualisation de leur, de leur métier, de ce qu'ils enseignent. Je suis enseignant, donc on sait tous qu'il faut s'actualiser à tout moment. Très bien, Donc, merci. c'est un peu mon point qui est là. Merci. Merci Jean-Bruce. Achille? Ma conclusion elle va être très simple, de dire déjà merci pour ce cadre d'échange. Ça a permis de parler de ce point, de ce thème qui est assez important parce que, comme le disait Nelson Mandela, aucune nation ne peut être développée réellement si ses citoyens ne sont éduqués. Donc, je pense que les points que nous avons soulevés, on les connaît tous, nos États les connaissent, nos dirigeants les savent. C'est toujours intéressant d'en débattre, d'en échanger. On apprend forcément quelque chose de l'un de l'autre. Je pense que Dan Kiem se fera le plaisir de consigner tout ça dans un rapport qui sera transmis aux autorités. Et nous, de notre côté, quand je dis nous, je parle TG Master et Dan Kiem, on souhaite également contribuer, apporter une pierre à l'édifice, ne pas être juste des spectateurs, ne pas être juste des plaignants, mais être des acteurs. Voilà, donc ensemble, nous contribuerons à changer la face de notre pays, de notre continent, grâce donc à une formation et une éducation de qualité. Merci. Très bien, merci Achille, merci à chacun de nos panélistes. Donc, je retiens différents points. Donc, accentuer la collaboration au niveau des plateformes, vulgariser le plan sectoriel de l'éducation, sensibiliser davantage à la formation continue. Et la solution réside dans les curricula de formation. Jean-Bruce nous a parlé en fait de l'amélioration des infrastructures, l'amélioration des équipements, développer le réseau avec les branches professionnelles et puis entre les établissements, et qui est encore revenu sur la formation continue des formateurs. Nous avons abordé différents points. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Donc, merci encore à nos partenaires TG Master, Dalberg et Afrique Éducation. Merci pour ces points que nous avons abordés autour de ce thème
quelle collaboration entre les différents systèmes d'éducation pour davantage d'impact. Donc, beaucoup d'actions sont en chantier. On espère et on continuera de travailler avec aussi la contribution de Denkiem. Merci à Denkiem d'organiser cette conférence pour améliorer notre éducation, parce que l'éducation est le pilier du devenir d'un pays et d'une nation. Et à très bientôt. Au revoir. Merci.